et très bon point aussi, la mise à jour. Parce que parfois, il existe quand même plein de choses. Thalès existe depuis fort longtemps, fin du 19e siècle. Ça s'appelle Thalès depuis 2000, mais il existe quand même aujourd'hui 40 000, ce qu'on appelle des objets, donc on va dire ces solutions d'apprentissage. Il y en a 40 000 aujourd'hui dans notre Learning Management System. C'est quand même beaucoup. Et il y en a qui sont très bien et qui sont toujours utilisés. Il y en a d'autres qui sont bien, mais qui doivent être redesignés, reconçus. Donc quand je dis créer des solutions d'apprentissage, c'est parfois remettre à jour certaines solutions. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis ravi de t'accueillir, Julie. Bonjour. Julie Tinès du groupe Thalès, tu es directrice de l'éducation. Alors, tu veux nous en dire plus? C'est pas un poste qu'on a souvent l'habitude d'entendre dans des grands groupes. On l'entend plus dans des écoles ou des groupements scolaires. En tout cas, tu vas venir aujourd'hui nous parler de la Skills Based Organization, la SBO, pour ceux qui ne sont pas novices sur le sujet. Et tu vas nous raconter comment tu as mis ça en place chez Thalès avec toutes les équipes Learning, bien évidemment. Et puis, on va parler des 36 académies, si je ne me trompe pas, les 36 académies que vous avez construites, comment ça marche, qu'est-ce qui peut-être fonctionne un peu moins bien que le reste. Tu vas revenir sur tout ça pendant ces 30 minutes. Mais avant de démarrer, je te propose de nous en dire un peu plus sur Thalès et sur toi, Julie. Ton parcours. Je commence par quoi? Tu peux commencer par toi. Ok. Donc parcours effectivement essentiellement jusqu'à ce poste chez Thalès dans le secteur de la formation, de l'éducation. Donc quasiment 20 ans. Donc dans des grandes écoles ou des écoles plus disruptives et aussi dans un campus d'innovation à Aix-en-Provence qui s'appelle The Camp. Donc j'ai commencé vraiment à Sciences Po, qui était mon école, mais dans la partie formation continue. Et je ne suis jamais partie de ce secteur de la formation qui m'a passionnée tout de suite, la pédagogie et la transmission. Et après ces donc quelques 20 ans, j'ai souhaité bouger du nord au sud et j'ai été recrutée donc chez Thalès, que je connaissais pour avoir créé des programmes pour eux lorsque j'étais à The Camp, dans ce campus. Et j'avais déjà apprécié leur sens de l'innovation, leur intelligence organisationnelle et puis évidemment toute la partie technologique que moi j'ai appréciée aussi dans mon parcours, puisque c'est un parcours autour de la formation, mais où j'ai développé des choses en affaires publiques, après beaucoup sur le digital et la data, sur la transition écologique et ensuite à HEC plus largement sur la formation initiale au sens large, le management, le leadership toujours. Et donc chez Thalès, ce poste me permet de conjuguer toute cette expérience finalement, puisque j'ai été recrutée sur ce sujet de la conception pédagogique, vraiment la qualité pédagogique. Et effectivement, c'est un investissement que le groupe fait qui est significatif, qui arrive au moment où Thalès s'impose comme une learning company. Donc l'expression learning company est présente dans la stratégie du groupe Thalès. Et c'est pour ça que je suis venue renforcer cette transformation en learning company. Et donc, effectivement, nous, on ne dit pas SBO, on dit SBLC, Skills Based Learning Company. Encore un nouvel acronyme dans le monde du learning. Voilà. Ce que je disais dans un précédent épisode, il y en a de plus en plus. Okay. Parce que c'est vraiment ça, vraiment la stratégie de l'entreprise, de mettre au premier plan l'apprentissage et le développement de tous les employés. Et effectivement, basé sur les skills, les compétences. Voilà, donc c'est vraiment, j'allais dire, le poste qui synthétise tout ce que j'ai fait jusque-là et je viens apporter tout ce que j'ai connu en conception pédagogique et il y a une grande diversité dans ce parcours au service du groupe Thalès. Et donc Thalès, c'est un groupe évidemment très large avec aujourd'hui à peu près 85 000 employés qui recrutent. Il y a eu récemment une annonce d'un recrutement de 9 000 personnes, essentiellement ingénieurs et techniciens. Alors, je ne vais pas vous dire tout ce qui est sur le site, ce qu'on peut trouver, mais ce que moi, je suis arrivée il y a à peu près 6 mois au sein de ce groupe, ce que j'en perçois, ce que je retire, c'est vraiment évidemment un groupe avec une culture d'ingénieur. L'histoire du groupe, c'est vraiment sur de l'ingénierie de pointe, des technologies de pointe. Un groupe très international aujourd'hui, qui s'est construit petit à petit, mais aujourd'hui, c'est vraiment donc présent dans 68 pays et les cultures se mélangent et justement, la diversité est très présente au sein du groupe. Bien sûr, la France reste le premier pays en termes d'effectifs, mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de développement en Inde, au UK, Netherlands, etc. Donc, groupe qui se développe toujours, qui va bien. Et on peut dire que sur la partie RH, donc ressources humaines et formation, qui est, je trouve, puisque moi, ça fait 20 ans que je fais de la formation de l'autre côté, où j'avais plein d'entreprises clientes, c'est un groupe qui est assez
en avance, enfin, en tout cas qui se développe très bien, qui fait des choses cohérentes et très alignées avec la stratégie business. Ça, c'est assez remarquable. La formation est vraiment intégrée au business. Et par ailleurs, ce que je remarque aussi de très fort et puissant, c'est qu'il y a un modèle de leadership, alors comme dans toutes les entreprises ou presque, dans les grandes entreprises du moins, mais c'est un modèle de leadership qui est appliqué, qui est très clair, qui a été créé avant que j'arrive, hein, et qui se déploie de partout, qui permet finalement d'ancrer des comportements peut dire vertueux, mais en tout cas des comportements positifs, et qui se retrouvent dans tout le cycle de management et qui est assez bien porté par les managers. Voilà, donc ça, je trouve ça assez atypique. Une question que je me posais en t'écoutant et que peut-être les auditeurs se posent, c'est directrice de l'éducation, directrice du learning chez vous. C'est quoi les différences? C'est quoi ta fonction au final, ta fiche de poste? Oui, plus précisément, parce que le titre est global. Donc moi, je dirige une équipe qui s'appelle Learning Lab. Le Learning Lab, c'est aujourd'hui 13 personnes qui travaillent à la qualité des solutions d'apprentissage, comme on dit, pour plus largement inclure tous les types d'apprentissage. Et donc, ces 13 personnes vont travailler sur tous les formats, avec du conseil, des toolkits, vraiment la création de toolkits, de fiches, de templates qui vont aider les concepteurs pédagogiques à créer des solutions d'apprentissage de qualité, poser les standards de qualité du groupe, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un groupe dans plein de pays et assez décentralisé, et coproduire, co-designer aussi des solutions d'apprentissage avec les concepteurs pédagogiques, que ce soit du e-learning, beaucoup. Il y a au sein de mon équipe des personnes spécialisées sur le développement d'e-learning, mais aussi présentiel ou voilà, tous les formats courts, longs, etc. Donc on est vraiment... et c'est ça qui est fort. Je n'ai pas benchmarké, mais je ne suis pas sûre que ça existe dans les autres grandes entreprises, qui est cette équipe au service de la qualité de l'ensemble des solutions d'apprentissage, groupe, donc vraiment au niveau monde. Ok, intéressant. Et alors la skills-based organization, pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent peut-être ce terme ou qui se posent la question de ce que ça veut dire, est-ce que tu peux nous la résumer de la manière la plus simple possible? Je vais essayer. Oui, c'est... Alors, dans le learning, la formation, il y a toujours plein de tendances, d'acronymes, etc. On se demande si tout ça est très sensé. Skills-based, pour moi, c'est extrêmement sensé. C'est plus difficile à faire qu'à dire, mais en gros, c'est le fait de fonder, on va dire, le développement des employés sur leur set de compétences, leur liste de compétences qui est liée à leur profil, et en fonction de ces compétences et des besoins du business, de raffiner, on va dire, au sens premier, les solutions d'apprentissage qui leur correspondent le mieux pour atteindre un niveau de compétence fixé pour servir au mieux l'entreprise. Donc, ce qui n'est pas facile, c'est déjà de bien définir ce qu'est une compétence. Ça, c'est un grand sujet, il y a des thèses entières. Mais globalement, pour vraiment faire simple, c'est vraiment ce qu'on sait faire et ce qui est observable dans son travail. On pourrait passer des heures, mais on va dire ça. Et ce qui est une deuxième difficulté, c'est que chaque employé doit savoir dire quel set de compétences il a. C'est bien d'en écrire 3 ou 4 dans un CV, mais en écrire une dizaine et vraiment lié à son job actuel dans l'entreprise, c'est plus difficile. Et ensuite, il faut que l'entreprise s'approprie ces compétences et les croise avec les besoins business. Donc c'est ça qui fait ensuite que l'organisation peut partir de ça pour définir les formations nécessaires, mais aussi la mobilité en fonction de quelles compétences sont nécessaires à tel endroit, à tel autre, pour faciliter ça. Et puis après, même pour le staffing, il y a plein de cas d'usage où la compétence va être l'élément clé. Donc, une skills-based organization, c'est partir d'un référentiel de compétences que Thales a mis en place en fin 2024. Première skills review. Alors il y a beaucoup d'anglais parce que nous, l'anglais est la langue du groupe. Donc, une revue des compétences qui est faite avec d'abord le manager qui repère dans son équipe quelles sont les compétences qui existent, l'employé qui s'auto-évalue, qui dit voilà, mes compétences, c'est ça, 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 ça. Le business, le terrain qui dit moi, il me faut des spécialistes du cloud, des spécialistes du radar, telle puissance, des spécialistes du système électronique XY, etc. Donc le business dit voilà, ça, pour mes produits, j'ai besoin de ça.
Et les business units croisent les besoins business et les compétences que les employés ont remplies, avec évidemment le repérage de gap de compétences, d'écart par rapport au niveau attendu. Et les business units sont elles qui créent le Strategic Upskilling Plan, donc le plan de développement des compétences stratégiques. Les business units, pourquoi ? Parce qu'elles sont vraiment très très proches du business. Et c'est elles qui donnent ce Strategic Upskilling Plan, ce plan de développement des compétences, aux académies. Les académies, c'est la fabrique de développement de compétences. Donc c'est l'entité, il y en a aujourd'hui 36 parce qu'il y en a des fonctions qui sont vraiment liées à soit des métiers plus transversales et des académies qui sont liées à des produits. Puisqu'il y a des compétences qui sont, voilà, je le disais, qui correspondent à plusieurs métiers et des compétences qui sont vraiment très, 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 très spécifiques à certains produits technologiques poussés chez Thales. C'est pour ça qu'il y en a 36. Peut-être y en aura-t-il moins un jour. Chez Kerbus, ça a commencé avec beaucoup d'académies et a réduit. Donc peut-être que ce sera le cas chez nous. Mais en tout cas, ça permet, c'est ça le but, hein, c'est que le learning, la formation, soit vraiment, comme je le disais, intégré dans le business, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est le business qui dit il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. En revanche, c'est pour ça qu'on dit solution d'apprentissage. Les académies, elles ont le choix de plein de formats, plein de solutions. Et c'est ça où leur Learning Lab va donc venir les aider à l'aboutissement, puisqu'il faut parfois aller très très vite. Donc qui dit aller très vite dit souvent mettre en place des choses hybrides, un peu de présentiel, du e-learning. Il faut parfois toucher des milliers et des milliers et des milliers de gens, par exemple 12 000 ingénieurs software d'un coup. Donc là, on va plutôt être sur du distanciel e-learning. Et puis voilà, parfois c'est des méthodes, parfois c'est des choses pratiques. Donc c'est là où il faut activer tous les formats. Donc ils ont évidemment des concepteurs pédagogiques dans chaque académie et on vient les aider à co-créer ou à créer ou à soutenir ou à impulser ces solutions-là. Donc c'est là où ça peut se corser, puisqu'il faut concevoir très vite des choses pour plein de cas différents. Ce que j'allais dire, c'est à quel rythme on met tout ça à jour et on le déploie. Oui, c'est vrai. Et ben ça, c'est très, très bon point aussi. La mise à jour. Parce que parfois, il existe quand même plein de choses. Thales existe depuis fort longtemps, fin du 19e siècle. Ça s'appelle Thales depuis 2000. Mais il existe quand même aujourd'hui 40 000, ce qu'on appelle des objets. Donc, on va dire ces solutions d'apprentissage. Il y en a 40 000 aujourd'hui dans notre Learning Management System. C'est quand même beaucoup. Et il y en a qui sont très bien et qui sont toujours utilisés. Il y en a d'autres qui sont bien, mais qui doivent être redesignés, reconçus. Donc quand je dis créer des solutions d'apprentissage, c'est parfois remettre à jour certaines solutions. Et on sait, je pense que dans le Learning Club, on le sait bien, le e-learning n'a pas toujours été fait avec des outils extrêmement poussés, pratiques, user-friendly, etc., etc. Donc il y a pas mal de modules e-learning qui sont pas terribles, il faut quand même bien le dire. Et aujourd'hui, les outils sont meilleurs, donc on reprend. Voilà, il n'y a pas que de la création, il y a vraiment de la reprise, de la revue, de la remise à jour d'un certain nombre de modules à faire. Donc ça, c'est un gros travail chez Thales aussi, qui prend énormément de temps. Donc ce qu'on essaie, nous, de faire au lab, c'est de repérer les solutions technologiques qui permettent d'aller plus vite. Donc les solutions d'e-learning qui évoluent très, très, très vite, donc ça, c'est très bien, avec l'IA encore plus. Mais chez Thales, on ne peut pas utiliser toutes les solutions d'IA, donc c'est pour ça qu'on compare, on regarde, et il y a des fonctionnalités qu'on ne peut pas utiliser. Mais en tout cas, c'est vrai que les outils d'e-learning, nous, on utilise au niveau du groupe, on a Articulate 360, qui est aujourd'hui quand même très pratique pour faire des e-learning assez rapidement, simple. Et après, on a bien sûr des fournisseurs qui font des choses plus sophistiquées, des serious games, de l'immersif, des choses plus ludiques, etc., en fonction des besoins. Pas encore de 100% français, 100% européen chez Thales. Pas encore, mais c'est quand même la tendance. Okay. Sur vraiment, oui, c'est ça qui commence à se dessiner, c'est qu'on se ressente quand même beaucoup sur des solutions européennes. Et aujourd'hui, tout ce qu'on regarde, parce que c'est un grand enjeu aussi de la skills-based organization, c'est aussi les outils qui sont derrière cette gestion des compétences, le suivi des compétences et l'utilisation des use cases. Et la plupart des gros outils aujourd'hui sont américains. Donc, évidemment, on regarde toute la RGPD, la compliance, la sécurité des données. Donc, Thales, la sécurité, c'est un maître mot. Et c'est aussi un enjeu. Au-delà de toute cette reconception, cette conception de solutions très sur mesure, qui répondent vraiment aux besoins business, on a cette partie de trouver les bons outils qui correspondent à Donc, le lab identifie, source, teste, et ça. Après propose au learning. Après, cet outil, il est vraiment bien, pour faire gagner du temps, gain de productivité, il est très utile, il est mieux que celui qu'on a, etc. Donc on a tout un cycle de vie des outils,
On laisse de côté certains, puis on en a des nouveaux. Et c'est vrai que là, en ce moment, je pense que pareil, le Learning Club est au cœur de tous ces outils qui se développent et toutes ces fonctionnalités IA qui nous inondent. Et donc, on en repère les bons, on les fait passer dans tout un process de sécurité chez Thales, qui est assez long, minimum 4-5 mois, pour que nos experts de la sécurité vérifient que ce que l'outil permet de faire avec ta donnée, où elle va, où elle est stockée, vraiment jusqu'à tous les clics qui peuvent se faire dans l'outil. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et ce que nous disent quand même tous ceux qui nous écoutent, les équipes formation, c'est de plus en plus dur de trouver les bonnes solutions. Donc comment tu fais? Est-ce qu'il y a une recette magique, hormis aller sur des salons? Alors, c'est ça. Déjà, mon équipe, donc le Learning Lab, on a des personnes qui vont dans les salons, qui testent. On a un expert tête chercheuse qui pose des questions, qui fait plein de démos. Il ramène, il trie, parce qu'il y a vraiment énormément de choses sur le marché. Il fait une première sélection, il ramène ça, on va dire, chez moi, avec une de mes managers. Et moi, on regarde, on teste. On demande aussi à des collaborateurs du learning, donc des concepteurs pédagogiques, de tester avec nous. Donc on fait vraiment des démos et des tests. Et puis quand vraiment on s'avance vers un outil qui est chouette, on fait ce qu'on appelle un POC, une preuve d'efficacité de cet outil avec des vrais users. Et si vraiment c'est satisfaisant, ça part en process sécurité. Mais c'est pour ça que je pense que chez Thales, un nouvel outil, ça met toujours 1 an minimum, le temps qu'on le teste, qu'on regarde, qu'on benchmark, et ensuite le processus de sécurité, ce qui est assez... En ce moment, avec l'IA, est un petit peu long, mais en même temps qui nous garantit que l'outil correspond à nos standards de sécurité. Donc voilà. Et donc là, vraiment, notre LMS qu'on a est à renouveler l'année prochaine. On a commencé déjà depuis 1 mois. Donc voilà, très à l'avance, une exploration de ce qui existe aujourd'hui en termes soit de nouvelles LMS, soit de couches, bien sûr, l'agentique, de tous ces agents qui viendraient peut-être nous apporter une expérience d'apprentissage meilleure, et où les LXP, voilà, on est vraiment dans cette configuration de quelle va être aussi l'expérience de l'apprenant demain. Les LXP font pas encore ces systèmes d'agentique qui permettraient... non. Mais ils ont été, je crois, l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'en attendant les agents et l'efficacité des agents, les LXP, c'était une couche justement pour apporter cette expérience plus fluide, plus personnalisée. Ça, c'est le Graal. Nous, on ne l'a pas encore, mais c'est notre quête pour les années à venir. Et le LXP a fait ça, a pallié ces manques-là. Aujourd'hui, les agents, de ce qu'en plus nous, on nous dit en interne, parce qu'on a des gens qui développent de l'IA en interne chez Thales, paraissent encore plus capables d'apporter une solution de personnalisation, de recommandation, de fluidité, de recherche, et on revient sur la skills base, de correspondance avec les compétences des employés. Ouais, tu parles des outils et j'allais y venir. C'est souvent la question qu'on se pose, c'est comment ça marche, comment on fait. Un peu comme à l'époque de l'organisation apprenante, beaucoup se disent c'est sympa ces grands concepts, mais concrètement, est-ce qu'on peut nous dire comment faire? Et est-ce qu'il y a des outils parfaits qui existent, ou alors non, c'est plutôt, comme tu viens de le citer, les agents qui vont aider à connecter au mieux? Alors, je ne devrais pas dire ça il y a 2 mois, puisqu'on a eu une présentation de la stratégie agentique de Thales il y a 1 mois et quelques. Donc avant, moi, j'étais vraiment partie sur des solutions de LMS augmentées par l'IA, qui sont aujourd'hui, qui apparaissent sur le marché. Mais donc, repartir sur une intégration éventuellement d'un nouvel LMS, ou le nôtre, mais avec cette couche en plus. Et c'est vrai que la stratégie IA dit que finalement, si toutes les données, les informations Thales sont dans un seul endroit, donc knowledge base, donc une base de connaissances Thales, les agents ensuite font tout, vont chercher, vont recommander, et ensuite on peut garder du coup le LMS en tant que lieu où on dépose toutes nos solutions d'apprentissage, et les agents font le reste. Donc maintenant, c'est peut-être ça la solution. Les talent platforms, comme on les appelle, donc on va les citer, 3, 6, 5 talents, NeoBrain pour les Français, et puis il y en a d'autres, bien évidemment. Ça ne répond pas à cette problématique-là de connecter des compétences avec des contenus? Par exemple, nous, on a regardé de près, avant qu'ils soient rachetés, on a regardé une entreprise qui s'appelle Sana, qui commence à avoir bien pignon sur rue, parce que les démonstrations, quand vous venez du métier du learning,
si ceux qui m'écoutent ont vu la démo, évidemment, là, vous êtes fascinés parce que ça fait de la personnalisation. Ils ont intégré Synthesia qui crée des e-learning facilement, c'est intégré dans la Pour plateforme. certains, c'est même un peu trop futuriste. Désolé de te couper, certains disent ça. Peut-être, alors moi, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, bon, là, on a tout en un et on a tous les use cases qu'on veut. Il y a l'accompagnement par un tuteur IA, parce que nous, on peut pas faire du coaching, mais le tuteur pourrait éventuellement développer des choses. Donc, tout était dans cette plateforme. Évidemment, une ergonomie géniale, etc. Donc, on s'est dit, vraiment, ça, c'est super, c'est le futur de nos outils. Et ce qui est plutôt bien, ils ont été rachetés par Workday, Talent Platform, que nous avons chez Thales. Donc, on s'est dit, pas mal, puisque Jusque-là, parfait. Finalement, ça pourrait être une option. Donc, on va regarder ça de près. Mais effectivement, peut-être que ces agents développés, entraînés en interne chez Thales, sur des données Thales, avec toute la sécurité qui est nécessaire chez nous, parce qu'on a de la confidentialité, on a du secret défense, on a des choses qui ne peuvent évidemment pas sortir. Ça serait aussi encore plus sûr si ce sont nos agents qui vont chercher dans notre base de connaissances, plutôt que des outils externes. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est une exploration et je trouve ça indispensable. Donc, on a vraiment fait un travail d'alignement avec la HRIS, donc les personnes qui sont vraiment au RH sur la partie outils et système d'info. L'ISIT, très important. Donc, on a une core team au métier plus eux. On s'est bien aligné sur notre vision, nos besoins. Et puis, on reste en ouverture. Comme ça, toute l'exploration, on va regarder les éditeurs, nos solutions internes, tout ce qui peut exister et prendre un peu ce temps de bien choisir, parce que l'investissement, vous doutez bien, est très important. En plus, de plusieurs millions d'euros. Ouais. Donc, et en temps pour les équipes. Donc, temps pour les équipes. On entend parler, dès qu'on change de LMS, c'est quand même de longs mois de déploiement d'intégration. Donc, faut-il vraiment aller vers ça? Voilà, on pèse tous les critères pour ce changement éventuellement d'outils. Et alors, je voudrais qu'on revienne sur les académies. On l'a cité tous les deux, 36 académies. Je trouve hyper intéressant d'avoir monté autant d'académies pour être au plus proche du business. C'est ça. J'imagine que c'est quantité, ça la ça. réflexion. À quel niveau d'autonomie, plutôt, je reformule ma question, est-ce que tu laisses beaucoup d'autonomie à tes académies? Est-ce qu'elles peuvent choisir les contenus? Est-ce qu'elles peuvent choisir les outils qu'elles utilisent? Ou alors il y a quand même une coordination globale avec le lab, avec l'équipe formation? C'est une très bonne question. Donc déjà, ce ne sont pas donc mes académies, ce sont vraiment les académies du terrain, du business. Elles émanent, elles sont créées, j'allais dire, par le terrain. Elles ont à leur tête un academy manager qui connaît très très bien les besoins business, vraiment de ce qui se vend par Thales dans les 6 business units. C'est effectivement pour ça qu'elles sont nombreuses, parce qu'il fallait une granularité proche du business. Peut-être qu'un jour, il y aura plus de mutualisation. Donc, elles sont à la création assez indépendantes. En revanche, le groupe pose un cadre. Et donc, c'est effectivement j'allais dire dans l'équipe d'Anne Sherwood, où je suis, un de mes collègues proches de mon équipe de pairs qui pilote ce cadre. Il y a un framework, donc un cadre avec des maturités différentes. Au début, une académie doit faire un certain nombre de choses, puis petit à petit, elle se développe, elle devient plus mature, etc. Et les académies jeunes, entre guillemets, sont aidées plus par le groupe. Il y a un cadre commun, mais ensuite, c'est vraiment elle qui décide de tout, en fonction, je disais, des besoins business qui arrivent par les business units, et puis en croisant avec les besoins en compétences de la revue de compétences. Et donc, en leur sein, il y a toujours un academy manager et un learning partner, donc en charge de la conception pédagogique, qui va devoir assurer la traduction en solution de ce qui arrive à l'académie. Tout en s'appuyant sur des outils référencés au niveau du groupe. Voilà, exactement. Oui, elles sont, j'allais dire, indépendantes sur ce qu'elles veulent faire, parce qu'on ne peut rien dire sur leurs besoins. En revanche, après, les outils groupes, ça, c'est vrai que le Learning Lab dit ce qu'on peut utiliser et ce qu'on ne peut pas utiliser. Nous, avec l'IT. Et en revanche, parfois, si elles ont des besoins très spécifiques, on va, nous, au Learning Lab, étudier si on peut les aider à mettre en place quelque chose de très spécifique. Donc, cadre commun, piloté par le groupe, framework, suivi, elles sont accompagnées par le groupe. Et après, nous, on arrive vraiment sur qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui peut être spécifique. L'idée étant quand même d'utiliser les outils groupes en priorité et pas d'autres. Ce qui est parfois difficile, puisque
encore une fois, on est assez contraint en termes d'outils chez Thales. Et c'est hyper intéressant parce que c'est quand même une tendance, on peut le dire à nos auditeurs, d'aller vers ces académies. Alors vous, ça fait un petit moment, j'imagine que c'est en place. Pas tant que ça. Je crois que nos grandes entreprises cousines de la défense ou autres, c'est assez récent. Nous, la première revue de compétences s'est faite en 2025. Ah oui, ok. Donc, j'allais dire, la stratégie, c'était... Alors, je crois que c'était autour de 2022-2023, bien avant que j'arrive. Mais j'allais dire, toute la mise en place, c'était à partir de 2024. Donc, ça a à peine 2 ans. Ouais. Et là, c'est la deuxième seulement revue de compétences qui est faite. Avec, et les académies, les premières académies, pareil, sont nées en 2025. Donc non, c'est tout récent. C'est très, très récent. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans les grands groupes, avec le learning en centrale, mais qui ne déploie plus au final une solution ou un catalogue, mais qui propose des outils au service du business. Ça a beaucoup de sens. Alors, c'est quand même une transformation importante. Et ce qui est même intéressant, c'est que les syndicats, parfois, les partenaires sociaux et le dialogue social sur la formation, c'est souvent sur la base d'un catalogue. Donc là, il faut évidemment transformer aussi même le dialogue social. Qu'est-ce qu'auront les salariés ? Et là, c'est plus du tout la même chose. Et là, c'est... Alors déjà, à quelle académie on peut s'adresser ? Un salarié peut s'adresser à différentes académies, parce que sur son métier, il peut avoir besoin de compétences transversales. Donc, il y a une transversale académie. Mais aussi, c'est un pro du radar, donc il va aller sur l'académie radar, ou de l'aéro, etc. Donc, c'est un paysage qui a beaucoup de sens, qu'il faut quand même apprendre. En revanche, je pense que ça se développe parce que c'est, encore une fois, c'est très sensé, c'est plus fin. Et c'est, je crois, pour l'instant, plus réactif, puisque les académies sont une entité un petit peu plus agile à fabriquer des solutions d'apprentissage et à repérer en son sein, ça c'est très important et c'est majeur chez Thales, des formateurs internes, des gens qui peuvent transmettre des connaissances et des savoirs sans être dans une formation très structurée, un learning pass, comme on dit, un parcours de formation très structuré. Chez Thales, important, et ça peut être un bon facteur d'inspiration pour tous, on a une initiative qui s'appelle Knowledge Boosters. Il y a 5 profils, donc tuteur, mentor, formateur interne, bien évidemment, mais aussi facilitateur de communauté et practice lead. Donc, ce sont les gens qui transmettent des méthodes comme le Lean, l'IVVQ. Enfin, il y a des méthodes spécifiques dans l'ingénierie et l'industrie. Et ces gens-là, aujourd'hui, il y en a 4200. L'idée, c'est de porter à 10 000 ces personnes qui sont des employés Thales, qui font ça en plus de leur job, mais qui vont amplifier et rendre, je pense, plus rapide, donc accélérer l'upskilling, donc le développement de compétences de tous. C'est pas que faire des formations, c'est aussi le contact avec ces knowledge boosters qui va permettre à tous les employés de se développer dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Très intéressant. On pourrait parler pendant des heures, mais on va passer au Fast and Curious. Déjà. Julie, donc le Fast and Curious, pour ceux qui nous écoutent, ce sont des questions pour toi, du partage surtout. Je t'ai envoyé les questions en amont, donc tu auras peut-être les réponses les plus directes possibles. Peut-être les commenter ou seulement... Tu peux les commenter. Okay. Le futur de la formation en un mot. Un mot et après tu peux le commenter. Relation. J'ai choisi ce mot, c'est bien, parce que ça fait le lien avec, je parlais des knowledge boosters, ce sont ces employés qui font de la transmission et du partage de savoir en étant reconnus par l'entreprise, mais sans que ce soit leur métier, et qui sont des amplificateurs de développement, de compétences. Et c'était aussi un petit pied de nez, parce que quand on parle que d'IA, je crois beaucoup à la relation humaine, et les neurosciences ne font que confirmer que nous avons besoin d'interactions humaines pour nous développer et apprendre. Est-ce que tu penses qu'on va plus parler à des IA qu'à des humains bientôt ? C'est une vraie question qu'on peut... J'avoue qu'il y a des journées où je sature un peu de l'IA. Donc, et en plus, quand on écoute vraiment les neuroscientifiques, rien ne vient démentir la puissance de l'interaction humaine, de la relation humaine et des émotions. On pourra encore en parler, mais ça reste la clé. Donc, alors l'IA commence à travailler sur nos émotions, mais on a encore un petit peu de temps pour que les humains soient les meilleurs là-dessus. Quelques années peut-être. Un outil de formation à nous partager ? Oui, alors moi j'ai dit le stylo. Pareil. On l'a jamais eu celui-là encore. Le petit pied de nez, j'ai vraiment cherché. Bon, bien sûr, j'allais dire en non stylo, en outil numérique. Moi, je suis assez fascinée par NotebookLM dans tout ce que j'ai vu. NotebookLM de Google. Bon, c'est vrai que ça, tout concepteur pédagogique, je pense, peut s'extasier devant cet outil qui fait des choses absolument extraordinaires. Transformation de format, c'est très qualitatif. Bon. Nous, chez Thales, on ne peut pas l'utiliser, pour l'instant en tout cas. Donc, c'est vraiment je le regarde de loin avec envie. Mais le stylo, parce que je n'ai toujours pas trouvé non plus de neuroscientifique qui
qui démente que l'écriture à la main est un booster de mémorisation. Ouais, exactement. Et d'accord. pour l'instant, ça demeure. Et je vois quand même autour de moi quand même des gens qui écrivent encore un petit peu. Je ne savais pas que les neuroscientifiques le disaient, le prouvaient, mais tout à fait. Je suis d'accord avec ça toi. active des zones dans le cerveau, apparemment, qui facilitent la mémorisation. Ok. Un livre ou un podcast que tu nous recommandes? Alors, je vais parler d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais qu'il y a quelques jours, toute l'équipe de la leadership team, là, dont je fais partie chez Thales, a partagé, une personne de l'équipe a partagé ce livre qui s'appelle Strong Ground de Brené Brown, qui est une américaine, donc, que je ne connaissais pas. Donc, pourtant, je pensais avoir lu et connu tout ce qui existait en leadership. Eh bien non, je ne connaissais pas Brené Brown. Et donc, elle parle du leadership. Et aujourd'hui, j'ai vu le résumé de ce livre, parce que ça date de 2-3 jours, je ne l'ai pas encore. Et en fait, elle réécrit, c'est une grande spécialiste du leadership, mais évidemment, on regarde ce qui se passe en ce moment et de ce fameux hubris qui se déploie chez certains leaders. Et elle parle évidemment des modèles différents qui ont quand même toujours leur efficacité et leur puissance. Voilà, donc j'ai retenu celui-ci. Ok, bon, on partagera à nos auditeurs. Parce que tous mes collègues m'ont dit que c'était super et que Brené, je dis Brené, parce qu'il y a un accent sur le E, était génial, alors que je ne la connais pas. Je la connaissais pas non plus, donc voilà. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Un blog ou un site qui t'inspire? Oui, j'ai retenu une newsletter en fait. C'est souvent une newsletter d'ailleurs, il faudrait qu'on change la question. Que je lis attentivement, je ne sais même plus la fréquence, mais assez fréquente. Ça s'appelle Nouveau départ de Laetitia Vito. Donc Laetitia Vito, c'est une grande spécialiste du travail. Donc elle est venue dans le podcast. Ah voilà, très bien. Au tout début, dans les premiers épisodes. Je me suis dit quand même, vous devez la connaître ici. Et donc, la grande spécialiste du travail, du futur du travail. Et ce qui m'inspire, c'est sa capacité à clarifier des tendances qui parfois sont assez, aujourd'hui, un état de signaux faibles. Mais elle les cadre, elle est beaucoup branchée sur les États-Unis, mais pas que, sur l'Allemagne aussi. Et elle rend limpide ces tendances-là, et souvent avec pas mal une grande intelligence pour dégommer tout ce qui se cache derrière et la manipulation, parfois des gens qui se cachent derrière ces tendances-là, beaucoup les réseaux sociaux, et une petite pointe de féminisme que j'aime bien. Donc je salue Laetitia. Bon, on la salue aussi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Julie? Alors j'ai réfléchi, je me suis introspectée et je trouvais un mélange. J'aime tous mes collègues, c'est-à-dire que j'aime vraiment l'équipe. Donc je suis rattachée à la VP Learning and Culture, il y a une équipe autour d'elle et j'aime tous ces gens. Donc j'aime cette équipe-là, j'aime toute ma ligne hiérarchique. Et puis quand même j'ai pensé aussi au stress parce qu'il y avait quand même un certain nombre de défis et il y a beaucoup de livrables dans cette transformation de skills-based organization à produire. Donc je me suis dit que c'était un mélange d'amour et de stress. Ce qui, voilà, je sais pas si c'est bien, mais il y a les deux quand même. Intéressant. Qu'est-ce que tu recommandes d'inviter dans le Learning Club? Alors, j'ai pensé spontanément à... parce que ça, c'est encore ma fibre, parce que dans mon parcours, il y avait de la transition écologique. Je trouve qu'il faut continuer à en parler, il ne faut pas lâcher l'affaire. Et donc, j'ai pensé à Jérémy Dumont, qui est quelqu'un qui a une association qui s'appelle Nous sommes vivants, et qui monte plein de formations sur la régénération. Et il me convainc, et j'espère qu'il convainc plein de monde, que les entreprises peuvent être régénératrices et doivent l'être surtout. Et il a tout un tas d'outils, de formations, de formats qui travaillent sur comment une entreprise peut devenir régénératrice, qui est très dur, mais qui est un objectif qui me paraît noble. Donc je pense à Jérémy Dumont. Nous sommes vivants. Et puis... un deuxième? Ouais, allez. Oui, je voulais une femme, évidemment. Donc j'ai retenu, parce que j'ai écouté un de ses podcasts vendredi dernier, et j'ai pensé à Céline Fouquet, qui est une grande spécialiste assez jeune des neurosciences et qui a sorti un ouvrage qui s'appelle « Les neurosciences dans la pédagogie », quelque chose comme ça. Donc évidemment, au Learning Club, je pense que ça peut vous intéresser. Et le podcast que j'ai écouté vendredi, c'était dans Never Stop Learning, un très bon podcast aussi. Ouais, on connaît aussi. Vous connaissez, j'imagine. Et elle était très intéressante parce qu'elle paraît très claire, très précise. Et elle parlait de quelques neuromythes, ceux qu'elle a complètement détruits, et puis certains qui sont finalement toujours en cours et qui ne sont peut-être donc pas des mythes. Très bien. Eh ben merci Julie, en tout cas d'avoir passé ces 30 minutes avec nous. Merci pour ce que tu nous as partagé. Merci. Si vous voulez poursuivre les échanges avec Julie, j'imagine qu'on peut te retrouver sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tout à fait. Je poste de moins en moins, car Thales est un milieu très sûr et sécurisé.
Donc on ne communique pas beaucoup, mais justement c'est l'occasion, on veut quand même faire rayonner ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Et merci du coup d'être venu en parler dans le Learning Club. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode.